Vendredi 8 janvier 2021, bienvenue dans le 20e épisode du TSLH Podcast. L'alignement partant a bien failli contenir des changements pour la toute première fois, mais notre chum Larchie, qui était day-to-day, a finalement pu se joindre à nous ce soir. On est très heureux de l'avoir avec nous, moi et Pascal. Oui. Avant de vous présenter le menu de cet épisode, j'en profite pour rappeler à nos auditeurs que vous pouvez nous suivre sur Facebook, évidemment, sur la page Tout sur le hockey, sur Twitter également, au A commercial Tout sur le hockey, avec un T majuscule en partant, et sur YouTube. Pourquoi sur YouTube? C'est parce qu'on publie régulièrement des vidéos highlights de matchs qu'on observe, que ce soit des rapports de matchs des espoirs du Canadien de Montréal, des espoirs en vue du repêchage 2021, ou tout simplement des vidéos d'highlights qu'on utilise dans nos articles sur le toutsurlehockey.com. On a vraiment une bonne bibliothèque de vidéos, donc abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Nos podcasts s'y retrouvent également et nos épisodes sont toujours disponibles sur les plateformes audio, soit Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iHeartRadio et toutes les plateformes de podcasts. Pour 2021, on a décidé de lancer une petite nouveauté signée Pascal. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu plus, Pascal, de ce que tu nous apportes sur toutsurlehockey.com. Oui, pas de problème. Ça fait 1 an, quasiment jour pour jour, que je suis avec toutsurlehockey.com. L'année passée, j'ai publié environ 89 profils. Pas environ. J'ai publié 89 profils de joueurs éligibles au repêchage 2020. Cette année, je veux refaire l'expérience, mais je voulais apporter un peu plus. Fait que j'ai décidé de faire encore des profils écrits, mais d'ajouter des profils vidéo. Je mettais déjà des séquences des joueurs dans mes profils écrits, mais là, je mets une vidéo étoffée d'environ 15 minutes montrant tous les aspects du jeu du joueur et vous pouvez entendre ma fabuleuse voix décrire le jeu du dit joueur et je fais le tour de mes observations, mes feelings par rapport aux joueurs ou qui pourraient peut-être être repêchés. Pour l'instant, je n'en ai un de fait. J'ai Matthew Benier qui a joué au centre de Cole Caulfield durant le championnat du monde junior. Prochain va probablement être Simon Edvinsson, un défenseur suédois qui joue dans la nationale et dans la SHL, probablement dans la SHL parce que là, la nationale vient d'être annulée pour le restant de la saison. Puis dans les prochaines, là, je commence par les meilleurs espoirs puis je vais poursuivre comme ça. Donc, beaucoup de plaisir pour ceux qui s'intéressent le repêchage. Exactement. Puis, ces vidéos-là vont être disponibles sur notre chaîne YouTube. Évidemment, ils vont être insérés dans les articles qu'on va publier, les profils d'espoir qu'on va publier sur le site web de toutsurlehockey.com et on va fournir à nos auditeurs qui apprécient beaucoup le podcast en version audio, on va fournir des épisodes inédits, si je pourrais me permettre, qu'on va rajouter sur les plateformes. On va insérer 4 à 5 profils par épisode, puis on va fournir ça à nos auditeurs, donc ça va être accessible également sur toutes les plateformes. Au menu aujourd'hui, messieurs, championnat mondial junior, c'est maintenant derrière nous. Les États-Unis ont battu le Canada un peu par surprise, oui et non. Les États-Unis avaient une belle formation, le Canada avait une formation assez dominante, on s'entend. C'était dur de pas leur donner l'or avant le tournoi, mais comme le dicton le dit, le hockey se joue sur la patinoire et les Américains se sont présentés royalement en finale pour blanchir le Canada. On va parler évidemment du championnat mondial junior et par la suite, on va parler beaucoup d'actualité NHL. On a le cas de Pierre-Luc Dubois que ça a fait beaucoup jaser dans les derniers jours. Puis je crois que Maxime aussi voulait parler de son petit chouchou, Erik Brannstrom, et sa situation à Ottawa. Mais avant, comme je le mentionnais, on va parler du championnat mondial junior. Messieurs, êtes-vous déçus par la performance du Canada en finale? Je pense que c'est un peu une question rhétorique, mais j'aimerais ça avoir vos impressions sur le rendement de la troupe d'André Tourigny. La défaite est décevante, mais il y a la défaite qui est décevante, mais il y a aussi la façon de perdre.
C'était pas beau à voir, là. Avant le premier but, la séquence, je pense que pendant cette séquence-là, on savait ce qui s'en venait. On savait que le Canada allait tirer de l'arrière pour la première fois du tournoi. Puis je pense qu'on avait un peu un feeling aussi de ce qui s'en venait pour la suite. J'avais pas le feeling que le Canada allait rebondir, là. Après cette séquence-là de domination américaine, après leur premier but, euh, je- j'avais pas le feeling que le Canada allait rebondir. Les Américains étaient partout, premiers sur la rondelle, toujours. Et quand tu prends l'avance avec une équipe aussi talentueuse que les Américains, autant le Canada était très talentueux, ben c'est sûr que, tu sais, oui, la Finlande a été capable, elle, de revenir dans le match malgré la défaite, mais on dirait que le Canada, on le savait. Je sais pas pour vous, là, mais je suis peut-être juste trop pessimiste, là, mais je le savais que le Canada allait pas revenir dans le match, surtout avec la façon de jouer en période 1 et 2, ça marchait pas, ça ne fonctionnait tout simplement pas. Il y a rien. Quand ça marche pas, ben ça marche pas. Puis des fois, c'est juste les dieux du hockey qui sont pas de ton bord. Puis je pense qu'il y avait un petit peu de ça quand même, malgré que la performance n'était pas super. Mais des fois, la POC, elle est pas du bon bord. Puis c'est des choses qui arrivent. Puis en troisième, surtout quand le Canada s'est montré quand même beaucoup plus insistant. Puis le Canada, ben, jouait de façon à ce que c'était possible une remontée. Mais quand la POC veut pas traverser la ligne rouge, puis quand la POC veut pas se placer pour toi dans des situations favorables, ben à un moment donné, t'as beau essayer, quand t'as un gardien comme Spencer Knight de l'autre côté qui est au sommet de sa forme, quand t'es face à une équipe comme l'équipe américaine de cette année, même si t'es une équipe canadienne très talentueuse, ben regarde, on a vu ce qui est arrivé, puis c'est sûr qu'on est déçus, on le dit, on l'a répété, là. Le Canada, c'est l'art ou la déception. Ben, on est déçus. Puis, tu sais, moi, j'ai aimé l'évolution de Team USA durant le tournoi. Parce que ça allait pas super fort au début, là. Tu sais, à chaque match, ils s'en sont servis pour devenir meilleurs. Puis le Canada, il était comme à la base trop fort pour la compétition. Fait que c'était quand même dur pour eux de s'améliorer de match en match. À part la cohésion à l'interne, jouer avec les coéquipiers, c'était correct, mais pas par rapport à de l'adversité. Fait que on dirait que d'être trop fort, ça leur ennuie. C'est bizarre à dire, là, mais c'est pas quelque chose que le Team USA a eu comme problème. T'sais, à chaque match, il fallait qu'ils se battent pour la victoire, sauf, mettons, quelques matchs contre des équipes un peu plus poches. Là. Ils étaient tellement dans une division difficile qu'ils ont eu de l'adversité tout le tournoi, puis ça leur a permis d'être meilleurs. Puis le Canada, la première adversité qu'ils ont eue, c'est contre la Finlande. Ben, la Russie aussi au début, là, mais ça finit 1-0. La Finlande en demi-finale. Puis ils ont mangé, là, ça a vraiment bien été. Puis là, en finale, il arrive contre Team USA, un goaler qui, en fond, il a pas volé le match, Spencer Knight, il a juste goalé, il a fait sa job, c'est comme il faut. Puis la défensive devant lui a joué son meilleur match du tournoi, puis l'offensive aussi, fait que, pour la troupe d'André Tourigny, c'était comme, OK, là, c'est ça qu'il faut faire pour être le meilleur, puis en fin de compte, ben, ça a fait en sorte que ils ont perdu. Personnellement, je suis déçu, mais je suis un fan de hockey en premier. Oui, je suis un fan du Canada, mais j'étais content que les États-Unis gagnent. C'est pas à cause de Cole Caulfield que je sais, mais à cause de Zegras, Henderson, même Spencer Knight. Je suis content que cette équipe-là qui a travaillé tout le long du tournoi ait gagné. Là. Spencer Knight, c'en est un qui a très, très bien rebondi après une défaite que plusieurs l'envoyaient en dessous de l'autobus. C'est un gardien à très haut potentiel. Puis une défaite comme il a subi, je crois, Max, tu me corrigeras si je me trompe, je crois que c'était 3 ou 4 buts en genre 16 lancés à peu près. Ben, c'était pas une bonne performance. Ah, c'est ça. J'ai pas les stats. Puis au-delà des stats, c'était aussi les buts. Il y a ça aussi, là. Des fois, il y a une différence entre 4 buts que tu peux rien faire sur 16 lancés ou 4 buts sur 16 lancés, dont 2 qui sont des arrêts que tu dois faire ou un qui est provoqué par ton erreur que tu es sorti à l'autre bout de la patinoire. Exact. Puis tu sais, il y en a plusieurs qui étaient prêts justement à remettre un peu en doute son potentiel. Puis là, pendant que je parle, je suis en train d'essayer d'aller revisionner, là, voir les statistiques, là. Mais c'était contre la Russie, justement. On va reparler de la Russie parce que, à mon avis, je pense que si on est déçu de la performance du Canada en finale,
on ne peut qu'être déçu du tournoi en général de la Russie que moi je voyais relativement haut dans ce tournoi-là. Je les voyais perdre en finale contre le Canada. Visiblement, mes prédictions se sont pas très bien passées. Mais c'est ça. Spencer Knight, c'est un gardien qu'on a voulu lancer en dessous de l'autobus. Puis, tu sais, ça fait juste nous prouver que c'est pas un mauvais départ qui remet en doute tout le potentiel d'un gardien de but. Tu sais, il s'est pas dressé contre la Russie, mais il a fait les arrêts quand c'était le temps contre le Canada. Puis on l'a mentionné dans des épisodes précédents, c'est que un gardien de but avec une puissance comme les États-Unis, comme le Canada et à la rigueur comme la Russie qu'on croyait que c'était une puissance jusqu'à temps qu'il choque littéralement, mais un gardien de but se doit de faire les gros arrêts. Parce que quand tu as une puissance devant toi, tu recevras pas 40 lancers, 50 lancers comme le gardien de l'Autriche peut recevoir ou le gardien de la Slovaquie peut recevoir. Tu vas recevoir 20 lancers, 25 à la rigueur, mais les high danger shots, tu te dois de les arrêter. Puis dans le match contre la Russie, ben Spencer Knight a pas été en mesure de les arrêter, puis c'était des cretons, on va se le dire, c'était des cretons. Contre le Canada, ben il s'est littéralement dressé, puis la défensive des États-Unis aussi s'est relevée parce que ça n'a pas été un grand tournoi pour la brigade défensive américaine jusqu'à temps qu'on affronte le Canada. Donc moi, je vous poserai une question, messieurs. Que préfériez-vous entre un parcours comme le Canada? Puis là, on connaît l'issue. On connaît l'issue, là, on le sait que les États-Unis ont gagné contre le Canada. Mais que préférez-vous entre un parcours plus facile, mais graduel? Qu'on commence contre des équipes plus faibles un peu, puis plus on avance dans le tournoi, on affronte des équipes un petit peu plus difficiles pour en arriver au gros match en finale qu'on affronte la puissance. Comparativement au parcours des États-Unis qui ont affronté des équipes de même calibre avec quelques confrontations qui étaient plus inégales, si on s'entend, pour arriver en finale prêt contre une formation contre le Canada. Entre les deux parcours, c'est quoi vous préférez, vous? Ben, pour moi, c'est assez évident que je veux arriver prêt en finale, puis pour ça, c'est bien mieux d'affronter des puissances dès le départ, là. Je veux dire, tu te prépares, il a préparé le système de jeu pour ça, c'est peut-être bien d'affronter des équipes moins fortes parce que c'est difficile de rester dans ton système de jeu quand tu gagnes 10-0. Fait que si tu es capable de rester dans ton système de jeu à 10-0, ben c'est bon signe pour la suite, puis je pense que ça te prépare bien pour la suite face à des puissances. Mais d'un autre côté, ben tu ne sais pas non plus qu'est-ce qui va arriver face à des puissances, tandis que quand tu passes par le parcours difficile, ben tu es déjà prêt à ces gros matchs-là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup plus d'avantages à un parcours plus difficile. C'est sûr que c'est moins le fun pour les joueurs qui veulent engraisser leurs statistiques personnelles. Mais ça, je pense que si tu vas au World Junior, c'est avec l'or que tu veux repartir, pas 17 points, pas de médaille. Exact. Dans le fond, j'ai la même affaire que toi, Maxime. Tu sais, quand tu réussis à sortir gagnant de tous ces matchs-là qui t'ont préparé et qui t'ont travaillé fort, mais c'est encore plus valorisant. Tu sais, ça te montre que t'es bon contre les meilleures équipes. Donc, ça peut juste bien aller pour la suite puis pour ton développement aussi. C'est pas un tournoi de développement, mais veut pas, ils apprennent beaucoup dans ce tournoi-là. Il y a beaucoup de monde qui se servent juste du tournoi pour scouter, là, le monde sur n'importe qui, n'importe quel amateur qui n'a pas accès à des banques vidéo de joueurs scoutent surtout sur ce tournoi-là. Donc, tu sais, même si c'est plus ou moins pertinent, mais ça demeure que c'est intéressant maudit comme tournoi là, pour évaluer où un joueur est rendu dans son développement. Ouais, c'est sûr, sauf que le mauvais réflexe, c'est d'apposer, tu sais, on en a parlé beaucoup, là, c'est d'apposer des tags sur des joueurs qui connaissent des performances peut-être en deçà des attentes qu'on avait à leur égard, mais quand tu es dans une formation comme les États-Unis ou le Canada, on s'entend que, puis je crois qu'André Tourigny l'a très bien illustré dans son entrevue, dans ses entrevues, parce qu'il a livré plusieurs entrevues dans les derniers jours. Mais tu peux pas avoir des joueurs qui vont marquer 15 buts
chaque joueur dans le tournoi. Tu sais, ça te prend des joueurs complets qui vont réaliser des tâches différentes. Tu sais, on le sait, là, Jacob Pelletier, on le voit aller dans LHJMQ, puis c'est un gars qui est capable d'avoir 100 points par année dans un calendrier bien normal. Ben, au championnat mondial junior, sa tâche, ça sera pas de remplir le filet, tu sais. C'est de l'accepter, tu sais. Mais, tu sais, pour revenir au parcours le plus idéal, tu sais, il y a pas de parcours plus idéal, mais il y a des adaptations à faire. Puis le Canada ne l'a malheureusement pas fait. Je crois que le parcours du Canada était parfait dans les circonstances. Il y avait, je crois que c'est 5 joueurs qui avaient joué avant la tenue du tournoi, qui avaient pu jouer dans des situations de match. Je crois qu'il y en avait 5. Donc, toute la formation était pas super game shape en rentrant dans le tournoi, donc leur parcours avec des équipes plus faibles pour en arriver en finale contre une équipe plus forte, je crois que c'était le meilleur parcours qu'ils pouvaient avoir. Versus les États-Unis, que eux, c'était des joueurs qui jouaient depuis le début, qui ont affronté des grosses formations, donc il fallait s'attendre qu'en finale, ils arrivent très près. Malheureusement, le Canada n'a pas répondu. Puis le Canada, t'en parlais très bien, Max, tantôt, j'y croyais pas non plus au comeback du Canada pour la simple et bonne raison qu'on jouait exactement comment que la Russie a joué contre la République tchèque. Je sais pas si vous vous rappelez, mais la République tchèque ont joué une game de désavantage numérique. Serré en avant du filet, là, c'était quelque chose. C'était quelque chose. On se serait cru en désavantage numérique toute la partie. La République tchèque qui jouait 5 gars dans l'enclave, puis ils bougeaient pas, puis la Russie tournait autour. Je crois qu'on en a parlé dans le dernier épisode. Je ferai pas une analyse de ce qui s'est fait, mais j'ai trouvé que le Canada jouait exactement comme ça. On rentrait pas au filet, on se donnait pas des chances dans l'enclave, puis on gardait des chances en périphérie. Puis malheureusement, avec un goaler comme Spencer Knight, ben ça n'a pas fonctionné. Puis chapeau aux Américains parce que ils ont sorti un très gros match, puis ils ont répondu aussi à la suite des déclarations de Trevor Zegras qui mentionnait que le Canada avait pas été testé à 5 contre 5. Ouais, malheureusement, il faut lui donner raison au petit Zegras. Je pense qu'il était un petit peu dans le mille. Puis c'était pas du trash talk, là, c'était vraiment juste une constatation véridique. C'était plus pour entraîner, d'après moi, ses coéquipiers, tu sais, pour faire du bref, du pep talk. Pour jouer dans la tête. Pour jouer dans la tête de l'adversaire. Mais c'était pour encourager ses coéquipiers, puis c'était pas nécessairement pour détruire le Canada, les rabaisser, c'était juste normal. Mais pour vrai, je pense que même là, on va encore trop loin. Je pense que c'était juste une réponse honnête. Je pense que c'était vraiment juste quelque chose que Zegras, c'est la première réponse qui est venue. Je pense pas qu'il ait dit ça dans un but quelconque de trash talk ou d'encourager ses coéquipiers. Je pense que c'est juste vraiment la première réponse qui est venue de comme, ouais, ben, je pense qu'on est capable de faire mieux que n'importe quelle autre équipe qui a affronté le Canada jusqu'à maintenant. C'est peut-être qu'il y avait un but en arrière de la tête. On le sait, il est un peu cocky, Zegras, là. Mais comment je l'ai perçu, moi, c'était vraiment... je réponds à la question du journaliste. Là. C'était casual. Ah, puis tu sais, on se cachera pas aussi que parfois les questions des médias peuvent amener justement les joueurs à faire certaines déclarations, puis ces déclarations-là peuvent être interprétées par la suite de façon erronée. Tu sais, moi je l'ai perçu comme toi, Max, là, j'ai perçu que... Tu sais, c'est un fait, là. Le Canada a pas été testé à 5 contre 5. C'est un fait. Qu'est-ce qu'il y a de mal à dire ça? Je veux dire, c'est un fait observable. C'est un fait... Tu sais, le Canada n'a pas joué contre des grosses équipes. Ils n'ont pas été testés à 5 contre 5. Je pense que c'est assez clair, mais il y a eu beaucoup d'interprétations par rapport au fait qu'il était cocky. Puis j'ai vraiment aimé... je sais pas si vous avez remarqué sur Twitter, mais je crois que c'était Anthony Marcotte qui faisait un tweet sur les propos de Zegras et Maxime Comtois est allé commenter comme de quoi qu'il fallait ajouter un peu de piquant à l'affrontement. Futur coéquipier Maxime Comtois de Trevor Zegras. J'ai bien aimé ça, mais bref, c'est ça. C'est le joueur a juste mentionné un fait, puis là, ben ça a monté. C'est la réalité des réseaux sociaux et du monde journalistique. Messieurs,
nos MVP du tournoi. On s'entend que si on discutait sur le MVP du tournoi, on s'entendrait tous pour Trevor Zegras, puis on passerait à la prochaine question, puis on aurait surfé 30 secondes là-dessus. Donc, j'aimerais ça qu'on aille un peu plus loin. Les MVP de chaque formation. On va passer un petit peu vite là sur la Suisse, puis l'Autriche, puis la Slovaquie, parce que c'est relativement facile de donner un MVP à ces formations-là. Mais j'aimerais ça qu'on fasse un petit tour d'horizon sur les joueurs qu'on juge qui ont été les meilleurs de leur formation. Je commencerai avec la Russie. Pascal, si tu veux te lancer, tiens. Moi, la Russie, en startant, je trouvais que leur défensive était moche. Je m'attendais à plus de Sheika, mais en fin de compte, il a pas super joué, fait que c'est correct. Mais écoute, c'est pas un MVP, là. Mais le joueur qui m'a le plus impressionné, et que je suis content parce que je l'avais assez haut dans mon ranking pour le repêchage 2021, mon ranking de défenseur, c'est Kirill Kirsanov. Lorsqu'on regarde la MHL, c'est-à-dire la Ligue junior en Russie, il faut enlever... en fait, il faut apprécier le spectacle parce que au niveau défensif, il n'y a pas grand-chose. Dans le fond, il n'y a pas grand... C'est très différent du hockey nord-américain. Il n'y a pas de structure beaucoup. Sauf quand Kirill Kirsanov joue. Quand il joue sur quand il est sur la glace, tout devient plus cohérent en défensif et en relance. Puis dans ce tournoi-là, ce que je voulais voir, c'est Kirill Kirsanov en offensive puis en relance, avec la rondelle sur son bâton. Puis on l'a vu un peu plus que ce qu'on voit en MHL. Puis j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. C'est pas un gars qui va sortir en première ronde, selon moi. C'est pas un Romanov qui t'éblouit par la vitesse ou bien des grosses mises en échec. Mais il est tellement safe, sa glace. Là. J'ai adoré ce joueur-là. Puis j'espère qu'il va sortir dans les 3 prochaines rondes au prochain repêchage. Adoré ce joueur-là. Au niveau d'offensive, c'est con, mais c'est Ponomariov qui m'a impressionné le plus. Par son tir, par son niveau de responsabilité, puis par sa production offensive. Sérieusement, c'est lui qui m'a le plus impressionné, parce que sinon, Amirov, non. Shainahov, non. Après ça, Kosnodinov, très déçu de sa performance. J'adore ce joueur-là. Fait que c'est vraiment Kirsanov puis Ponomariev qui m'ont impressionné. Askarov, nope, vraiment pas. Mais sa défensive était tellement moche. Ouais, de mon côté, t'as nommé une couple de gars. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déceptions là, niveau joueurs individuellement là, du côté de la Russie. Il y a beaucoup de joueurs desquels on s'attendait à beaucoup. Et finalement, ça a été un petit peu décevant, pour ne pas dire très décevant. C'est un nommé Amirov, c'est pas lui qui m'a le plus déçu. Je trouve qu'il n'a pas connu un si mauvais tournoi comparé à un Podkolzin. Puisque la différence entre les deux, c'était surtout les attentes. Là. Podkolzin, les attentes étaient au top, avec raison. C'est un gros prospect NHL. On s'attend à ce qu'il y ait un impact dès son arrivée en NHL. Et là, ça a été, j'allais dire difficile. Ça a été difficile. Il faut tout le temps relativiser par rapport aux attentes. Là. Il n'a pas été un mauvais joueur. Il a été un joueur moyen par rapport aux attentes qu'on avait, attentes qui étaient très légitimes. Mais pour dire un MVP, Ponomarev est certainement un nom que j'aurais en tête, mais vu que Pascal l'a nommé, puis j'aime pas ça faire comme Pascal, je vais dire Yegor Afanassiev. C'est un gars que je connaissais pas beaucoup avant le tournoi, et pour vrai, je trouve qu'il a été bon dans les bons moments. Et ça, c'est quelque chose dans les, tu sais, MVP, ça veut dire Most Valuable Player, joueur le plus utile à son équipe. T'es pas un joueur utile à ton équipe si t'es bon juste quand ça compte plus. Et je trouve qu'Afanassiev va faire du bon hockey à la Russie dans les moments importants. Et là, je parle pas nécessairement des points et tout. Je sais pas s'il a fait une passe. Généralement, je parle, tu sais, j'ai regardé les matchs et je parle généralement, je trouve que quand fallait que la Russie soit bonne, quand fallait que la Russie domine un match, je trouve que Afanassiev, c'est un gars qui ressortait davantage du lot que certains autres gars. Donc, pour ça, je pense que je nommerais lui. Mais vraiment, Ponomarev aussi, là, ou Ponomariov, là, a connu un très bon tournoi. Ça, c'est plus au niveau de la surprise là, que je le nommerais, Ponomarev. Mais Afanassiev aussi, dans un certain sens, c'est une surprise parce que, comme j'ai dit, je le connaissais pas beaucoup avant le tournoi, mais vraiment une belle découverte, l'espoir des Preds.
Podkolzin, je m'attendais à ce qu'il ait le couteau entre les dents, ce gars-là. Parce qu'au début de la saison, dans le KHL, ça va pas super bien. Il se fait pas utiliser beaucoup, il est benché pour rien, parce qu'il veut pas. Il est dans une équipe qui fait jouer quand même les joueurs, habituellement, les joueurs de son âge. Fait que je m'attendais à le voir en guerrier, puis c'est dommage que ça a été un pétard mouillé. Puis j'ai oublié Kniazev aussi, j'ai aimé au début du tournoi. Pendant la ronde des médailles, non, mais au début du tournoi, j'ai trouvé vraiment qu'il était bon. Moi, je dirais, messieurs, que c'est Vassili Ponomarev all the way. Je l'ai écrit au début du tournoi que j'étais très déçu là, de la part justement d'Amirov et de Podkolzin. Puis je suis un peu dans le même bateau que toi, Pascal. Je m'attendais à un très, très gros tournoi de Podkolzin, puis ça n'a pas eu lieu. On l'a mentionné dans le dernier épisode jusqu'à temps qu'il nous marque quelques points, mais contre l'Autriche, si je ne m'abuse. Mais bref, c'est des points pareils. Mais Ponomarev, je trouvais qu'il était dans toutes les batailles, tous les jeux importants qui arrivaient pour la Russie, toutes les occasions de marquer. Ponomarev était sur la patinoire et il était impliqué dans le jeu. Puis pour moi, au sein d'une formation comme la Russie qui a été très décevante, ben pour moi, c'est le joueur qui a le plus sorti. C'est aussi le joueur qui a le plus tenté de sortir son équipe de la boîte. Tu sais, la Russie, il y avait beaucoup de difficultés là, à inscrire des filets, à gagner des matchs. On l'a vu, là, ils ont été exclus du podium. Mais Ponomarev était toujours celui qui donnait l'énergie à son équipe, je trouvais. Donc, pour moi, pour la Russie, c'est vraiment Vassili Ponomarev. Puis, tu parlais de Kirill Kirsanov, Pascal. Très apprécié son tournoi aussi, si je peux me permettre une petite parenthèse. Là. J'ai écrit un petit ranking sur les meilleurs espoirs pour les prochains repêchages qui ont joué au championnat mondial junior. Puis pour moi, Kirsanov était le 4e meilleur espoir non repêché de ce tournoi. Il va avoir monté dans mon ranking. Pour vrai, j'ai vraiment apprécié son jeu. On l'avait regardé dans la MHL, mais dans un calibre plus relevé. Kirsanov, on voit ce qu'il peut apporter à une formation au niveau de sa stabilité défensive puis au niveau justement de son flair défensif. Puis tu sais, c'est ça, un défenseur comme lui, il va probablement pas sortir en première ronde, mais il est très, très, très mature dans son jeu, puis ça l'a paru beaucoup dans le tournoi. Là. Puis il a joué dans KHL cette saison, si je me souviens bien. Puis il est pareil que dans MHL. Il joue moins parce que c'est la KHL, là. Mais il est pareil. Il a le même jeu, le même... comment il fonctionne, là, c'est pareil. Il n'y a pas eu de différence, il n'est pas gêné. Fait que je l'aime, ce joueur-là. Je l'aime bien. Kirsanov, l'équipe qui va mettre la main dessus au prochain repêchage, ça va être un safe pick. Ça va être un gars que tu sais que tu peux pas te tromper. Dans ce qu'il offre, ben c'est ça qu'il va offrir, peu importe le calibre. T'sais. J'ai l'impression que c'est ça. T'sais, j'aime pas ça faire des projections. Je suis un peu nouveau dans le scouting. Je suis new guy in town. Mais c'est ça. J'ai l'impression vraiment que c'est ce genre de joueur-là au niveau du défenseur Kirsanov. Pour reprendre une expression de Maxime, what you see, what you get. Avec Kirsanov, c'est ça. Ben, c'est cette expression-là que j'aurais aimé sortir, mais je m'en souvenais pas. Donc, merci Pascal. Je pensais pas que c'était moi qui avais inventé ça, par exemple. Non, mais c'est toi en parlant de... Ouais, de qui je parlais, hein. Je sais de qui tu parles que je parle. C'était lui qui était repêché par Edmonton. Holloway. Dylan Holloway. Ah oui. Ouais. Je trouve qu'on l'a bien vu dans le World Junior aussi, un petit peu ce côté-là, what you see is what you get, d'Holloway. Ouais. Et en parlant du Canada, messieurs, on peut sauter tout de suite au Canada. Votre meilleur joueur de la formation, puis on va en nommer un. On fera pas un décompte de 8 parce que on va s'éterniser, mais mettons un joueur que vous diriez qui a fait la différence dans le tournoi pour le Canada, même si je dirais pas comme Norman Flynn, on n'a pas gagné la médaille d'argent, on a perdu l'or. Qui a fait la différence pour le Canada malgré la défaite en finale? J'ai-tu le droit de dire Jacob Pelletier? Ben, dans le fond, je voulais le dire, mais je dis, je vais le laisser à Max, parce que c'est à lui.
C'est beau, je vais en trouver un autre. Ah ouais, je pense que j'ai le droit finalement. Mais pour vrai, Jacob Pelletier, c'est pas, l'apport en points, je sais pas, j'ai pas le classement d'en face des pointeurs du Canada, mais Pelletier doit pas être dans les top nécessairement, même s'il a bien fait offensivement, mieux que ce que je croyais, là. Moi, Pelletier, je pensais qu'elle allait être bon, qu'elle allait faire des buts importants, mais surtout qu'elle allait amener de l'énergie. Mais là, il a fait beaucoup plus qu'amener de l'énergie. Il a été bon offensivement. Il a commencé la finale sur le premier trio du Canada. Qui aurait pu prédire ça? Oui, je pensais que, on calait tout pour le fun qu'il allait faire le gros but important en finale, mais jamais j'aurais calé qu'il allait finir le tournoi sur le premier trio, là. Jamais. Autant je l'aime, autant à mes yeux, c'était impensable. Mais vraiment, je pense qu'il a surpris bien du monde à ce tournoi-là. Puis c'est vraiment, en finale, là, à un moment donné, en un chiffre, il doit avoir fait 5 mises en échec. Ça s'est terminé par sa pénalité d'accrochage, malheureusement, là, oui, c'est une mauvaise punition. C'est plate, ça arrive. Mais c'était un de ceux qui amenait quelque chose, qui amenait de l'énergie, le genre de mise en échec qui pouvait peut-être, le genre d'énergie qui pouvait peut-être renverser la vapeur, permettre au Canada de prendre le momentum de ce match-là. Ben, j'aimais ça parce que même en finale, même s'il n'a pas connu son meilleur match en finale, ben, il continuait d'amener ce que Jacob Pelletier apporte, puis c'est de l'énergie, c'est de la hargne. Donc, pour ça, je pense que d'ailleurs, pour ça n'a jamais été une question qu'il ne fasse pas équipe Canada pendant le camp d'entraînement. Je pense que Tourigny le savait très bien que c'était un gars qui pouvait apporter ça. Je pense qu'il l'a juste prouvé à tout le monde, puis qu'il a surpassé les attentes même de Tourigny, même de moi qui avait des attentes élevées. Donc vraiment, là, tout un tournoi pour Jacob Pelletier. Pour ma part, c'est une sélection, c'est pas un MVP, parce que c'est facile de choisir l'MVP, c'est Cousin puis Byron, mettons, mais je vais aller un peu du champ gauche, là. Ben, pour moi, c'est Tomasino. Parce qu'il a steppé up. Il a solidement steppé up. Puis, quand Kirby Dak s'est blessé, c'est lui qui a pris un peu sa place au niveau de l'offensive. Puis, j'ai aimé sa réponse. J'ai aimé son dynamisme en offensive, tout ce qu'il a amené. Puis il y a juste 6 points en 7 matchs. Là. C'est pas énorme, là. Mais ça demeure que il a répondu à mes attentes à moi. Puis il les a même excédés. Puis on pourrait nommer n'importe quel joueur. New Hook, je l'ai aimé aussi, là. Mais tu sais, c'est vraiment Tomasino. Puis c'est un joueur qui a fait plus que 100 points, je pense, ou qui a fait 100 points dans CHL l'année passée. Puis c'est vraiment un bon exemple dans Team Canada, c'est pas parce que t'as 15 joueurs qui ont fait 100 points qu'ils vont tous faire un tournoi avec 30 points. C'est des rôles dans Team Canada. Puis Tomasino, son rôle, c'était de faire de l'offensive, c'est de créer des choses, puis il l'a rempli. Byfield, tout le monde pensait que c'était ça son rôle, mais c'était pas ça par tout, comme Tourigny l'a dit. C'était plus défensif, il y en a de l'énergie puis du physique. Fait que c'est pas toujours évident de deviner c'est quoi le rôle d'un joueur, outre le fait si t'es un entraîneur de l'équipe, tu sais. Fait que c'est quand même assez dur pour le partisan de deviner ce genre de s'enlever. OK, Cole Perfetti, c'est un très bon joueur, je suis sûr qu'il va en scorer 7-8 dans le tournoi. Ben, c'est pas ça qui arrive, tu comprends pas pourquoi il joue sur la 4e, pourquoi il joue sur la 3e, pourquoi il est pas sur le premier. Fait que c'est toute ce dynamique de rôle-là qui est tout le temps difficile à analyser dans le tournoi. Puis, bref, pour moi, Philippe Tomasino, il a vraiment rempli le rôle que je crois qu'il a eu. Là. Oui, vas-y. Mais Pascal, j'ajouterais sur Tomasino qu'en finale, ben je trouve que c'est un de ceux que lors des périodes 1 et 2, là, il y a Byram qui a une chance qui était là parce que même si c'est un défenseur, c'était pas mal le gars qui générait le plus d'attaques. Mais Tomasino, je trouve que c'en est un qui ressortait à mes yeux. J'ai parlé avec du monde, puis c'est pas tout le monde qui était d'accord avec moi là-dessus. Mais je trouve vraiment que Tomasino, dans ce qu'il pouvait faire, de façon limitée en étant pas mal tout seul, je trouve que Tomasino vraiment a bien fait sa job pour essayer au moins de générer de l'attaque. Et je pense que si tout le monde avait suivi le rythme d'un Tomasino, offensivement, en général, le même genre de choses offensivement, ben je pense qu'on n'aurait pas parlé du même match. Exact. Tu sais, vous le disiez, messieurs, ça serait facile de dire Dylan Cousin et Bowen Byram comme MVP, mais à mon sens, un MVP, on l'a mentionné tantôt, c'est le joueur le plus utile à son équipe. En finale,
dans une joute qui a terminé 2-0, c'est un peu difficile de dire quel joueur a été le plus utile à son équipe. Il n'y en a pas eu de but. T'sais. Puis, si je peux me permettre une parenthèse, Pascal, sur ce que tu disais, Team Canada avait un alignement que tous les joueurs pouvaient terminer avec une production offensive similaire à celle de Dylan Cousins. Tu sais, c'est ça pareil. Je veux dire, t'enlèves Cousins, t'enlèves les deux premiers trios, puis tu mets tes deux derniers trios sur les deux premiers trios, puis après ça, tes deux derniers trios, tu mets des joueurs un peu boboches, pas trop bons, puis là, ton potentiel d'équipe ressemble un peu à la Slovaquie. Ben, les deux premiers trios, là, t'aurais eu genre Tomasino, t'aurais eu Mercer, ça aurait fini avec 15 points, là, ça là, ces joueurs-là. Là, sauf que le Canada ont une équipe composée uniquement de joueurs comme ça. Puis ça, c'est ce qui a un peu été oublié dans les analyses via les réseaux sociaux puis via les partisans. Tu sais, je veux dire, un Quinton Byfield qui a été écorché sans possible. Tu sais, moi, pour vrai, j'ai bien aimé ce que j'ai vu de lui en sachant très bien c'était quoi son rôle. Tu sais, si je m'attendais à ce qu'il fasse 15 points, évidemment que j'aurais été déçu, mais c'était pas son rôle. Mais bref, fermeture de la parenthèse parce que je crois que le dossier Byfield, on pourrait s'étirer, puis on en a beaucoup parlé, là, puis je pense que c'est juste une mauvaise perception de son rôle au sein de l'équipe qui a fait qu'il y a eu un débat parce qu'à mon sens, il n'y a pas de débat à y avoir pour un Quinton Byfield. Mais j'irai avec deux joueurs les plus utiles pour le Canada. Moi, là, j'ai adoré la paire de Caden Goulet et de Justin Barron. Sérieusement, là, cette paire de défenseurs-là a pas tant récolté de points. Tu sais, c'est même pas une question de points. En finale, là, ça a fini 2-0. Là. Mais si Byron et Goulet n'avaient pas fermé les gaps puis qu'ils n'avaient pas fermé des occasions de marquer comme ils l'ont fait, personnellement, je pense que ça aurait pu finir un peu plus élevé que ça. Tu sais, j'aurais pu mettre Devin Levi là, comme MVP aussi, mais tu sais, il a pas fait la différence, pauvre gars. Et quand le Canada marque pas de but, le goaler a bien beau tout arrêter. Et, tu sais, ça a pas été un game changer. Tu sais, je veux rien enlever au goaler. Mais pour moi, c'est pas un facteur qui fait que ces joueurs-là ont été très utiles à l'équipe. Mais Goulet et Byron, j'ai été vraiment, vraiment impressionné de leur travail. Un travail dans l'ombre. Puis tu sais, Goulet, moi, je l'avais que très peu vu. Tu sais, je l'avais regardé quelques séquences pour notre petit mock draft que moi, j'avais fait un peu par pur plaisir parce que j'avais pas nécessairement scouté tous les gars. Donc moi, j'avais regardé un peu Goulet pour voir où le placer. Mais c'était vraiment mes premiers visionnements complets de ce joueur-là dans un match avec un calibre assez relevé. Puis j'ai vraiment, vraiment apprécié ce qu'il peut offrir sur la patinoire. Puis Justin Byron, j'étais très content de son rendement, considérant son historique de blessure. On l'a expulsé un peu tous là, de la première ronde au repêchage. Il est sorti en première ronde avec l'Avalanche quand même. Et puis au championnat mondial junior, il a très bien performé. Donc pour moi, c'est peut-être pas un MVP de type Dylan Cousins, mais mon MVP un peu dans l'ombre, ben ce serait la paire de Caden Goulet et de Justin Byron. Messieurs, si on saute aux Américains, écoutez, je vais me lancer. Là. Ce serait très facile de dire Trevor Zegras, mais je vais y aller avec Trevor Zegras. Pour moi, c'est impossible de nommer. Pour vrai, c'est impossible de nommer un autre MVP que ça. Il était de tous les jeux, toutes les batailles. Je vois vraiment pas un autre joueur prendre sa place comme joueur le plus utile à son équipe. Puis, je pense que ça vaut même pas la peine d'analyser sa performance parce qu'on l'a mentionné souvent qu'il allait avoir des performances monstrueuses au tournoi et il a répondu aux attentes. Donc, pour moi, c'est clairement Trevor Zegras. Réponse très facile. Oui, je sais pas quoi dire de plus, là. Mais, tu sais, on pourrait dire rien. On pourrait rien dire. Tu sais, sincèrement,
Je pense que pour les Américains, ce serait plus facile de dire qui nous a déçus un peu plus, là. Parce que, ben, en fait, veux-tu m'embarquer là-dedans, Matt? non, je veux même pas parler de Cole Caulfield parce que c'est ça. Non, j'allais parler de Kaliyev. Arthur Kaliyev, Qui t'a déçu? Il traîne un piano, lui, ce gars-là. Ça n'a pas de sens, hein. Oui, mais il est pas Mais je là pour comprends. être un patineur de vitesse non plus, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je veux Est-ce qu'il a apporter un bémol. est-ce qu'il a marqué des gros buts? Oui, c'est ça. C'est C'est ça. le bémol que je voulais apporter. Il était là pour marquer les buts, puis il a rempli son rôle. Il a vraiment rempli son rôle. C'est pas un gars qui fait de l'échec avant, on le sait. Mais il a rempli son rôle. Un joueur qui m'a beaucoup surpris, c'est Brett Berard. J'ai vraiment aimé le type de joueur, très énergique. C'est un gars un peu effacé. Il apportait beaucoup d'énergie. Tu sais, les États-Unis ont une équipe qui est axée beaucoup, tu sais, sur le talent. Mais lui, il faisait beaucoup les travails, le dirty work, comme on peut dire en anglais. Pour vrai, j'ai bien apprécié son apport, mais tu sais, de là à le mettre MVP, non, tu sais, ce statut-là revient à Trevor Zegras. C'est impossible de donner ça à quelqu'un d'autre. Moi, si je veux commencer avec les déceptions, ben, Cam York, je l'ai pas nécessairement aimé, mais tu sais, c'est pas une déception. Mais Jackson Lacombe, à part perdre la POC, ce gars-là, il faisait rien pendant tout. Je connaissais aucunement ce défenseur-là. Pour vrai, ça m'énervait. C'est clairement, Lacombe était clairement le gars qui ont pris à la place d'Owen Power. Oui, exact. Puis tu sais, ça a pas aidé, là. Puis le gars, j'ai aimé la part de Boldy, mais John Farinacci, ce gars-là, je le connais. Écoute. Je savais que t'allais dire lui. J'avais un feeling que t'allais sortir lui. Tellement clutch, là. C'est 5 buts en 7 matchs. C'est pas le plus haut taux de buts dans la chose, mais c'est pareil que Boldy puis Zegras. Tellement clutch, ce gars-là. Tu sais, c'est comme, bon, ils ont le besoin d'un but, mais c'est encore Farinacci qui, tu sais, les gros buts, là. C'est tout contraire de Michael Ryder, mettons, là. Puis Pacioretty. Le gars-là, il va marquer les buts, puis c'est tout le temps les gros buts. Ceux-là que tu as besoin, c'est lui. Ensuite, ben, je peux pas te cacher que j'ai aimé Matthew Benier. Ce qui est plate, c'est qu'offensivement, ça n'a pas marché avec Caulfield puis Boldy, mais c'était pas nécessairement son rôle. C'était plus de s'occuper de la défensive puis du transport du disque. Puis là-dessus, je l'ai trouvé vraiment bon. Fait que vous irez voir mon vidéo sur Matthew Benier, puis vous allez voir toute mon appréciation de l'espoir, là. Mais il y a beaucoup de monde qui sont déçus, qui n'arrêtent pas de dire qu'il n'y a pas de vision. Ah, ce gars-là n'a pas de vision, il n'est pas capable de rien faire, il fait juste patiner. Vous êtes tellement à côté de la traque, là. Ouais, mais Pascal. Il est tellement bon. Pascal, oui. C'est rien contre Matthew Beniers. C'est juste pour excuser les contre... Ben, ouais. Non, je dirais pas ce mot-là. Mais c'est juste pour excuser le fait que Cole Caulfield n'a pas rempli le net, là. Ouais. Ben ouais, c'est sûr. C'est sûr que le monde utilise tout le temps ça pour les protéger, ces petits bonhommes-là, surtout qu'ils mesurent 5 et 7. Non, mais tu sais, je veux dire, Cole Caulfield, l'année passée, c'était le coach qui l'utilisait mal, puis cette année, c'est parce que Matthew Beniers n'a pas de vision, puis voyons, Matthew Boldy, il a rempli le net tout le tournoi, puis Beniers, ça va être un choix top 5 au repêchage, en tout cas pour ma part, là, mais mettons là, top 10, top 15. Là, à un moment donné... Je suis content, j'ai rien eu à dire, puis je fais juste vous regarder. Pas moi, c'est lui. Mais Slaggert aussi, que j'ai bien aimé, c'est une petite pièce. Ouais. Il a vraiment joué le rôle à la pièce. Il jouait pas beaucoup, mais quand il jouait, tu le voyais parce qu'il était fatiguant. Mais le vrai MVP, c'est le coach. Parce que contre vents et marées, il a gardé ses lignes, puis il a remporté l'or malgré tout ce que le monde a dit, puis les critiques sur l'utilisation du bumper, Caulfield, après ça, Kaliyev, puis tout. Là. Sérieusement, même moi, j'ai chialé, il a gagné l'or. Donc, je pense qu'il doit être pas super, tu sais. J'ai dit à plusieurs reprises dans les derniers jours qu'il n'y a pas plus expert que le coach lui-même. Puis, tu sais, c'est un peu quelque chose qu'on voit sur les différentes tribunes, c'est que, tu sais, nous, on aime observer des joueurs, on aime analyser des joueurs,
Il y a plusieurs chroniqueurs de certains médias qui aiment aussi le faire. Il y a beaucoup d'analystes. Dans le monde des médias, il y a beaucoup de monde qui parle de hockey, c'est clair. Puis il y a l'amateur aussi qui parle de hockey. Sauf que souvent, le réflexe, l'amateur, c'est de mettre un tag sur le monde qui regarde les joueurs, puis ils les appellent les experts. Puis quand ils se trompent pas, ben, ils sont bons. Mais quand ils se trompent, encore les experts se sont trompés. Non, attendez, là. Il n'y a pas plus expert qu'un coach. Fait que si André Tourigny décide de mettre Quinton Byfield dans une situation, sérieusement, il n'y a personne de mieux placé que lui pour comprendre pourquoi il l'a mis dans cette situation-là. Et je reviens à Nate Lehman, le coach des Américains. S'il a décidé sur certaines vagues de mettre Cole Caulfield comme bumper et que sur certaines vagues, c'était Arthur Kaliyev qui était comme bumper, il y a une raison à ça. Puis la raison, là, c'est simple, ça a donné une médaille d'or. Fait que là, rendu là, on a deux choix. On chiale sur le coach parce que Caulfield n'a pas produit, ou on se dit, ben, il connaît peut-être ça un peu plus que nous, là, tu sais. Je pencherais un peu pour l'option 2. Moi avec. Mais bref, on fera pas le procès de Caulfield ce soir. Ben, tu sais... Non, ça sert à rien. Mais ça sert je pense à rien, qu'on peut... Je vais résumer le tournoi de Caulfield en une phrase, OK? Il aurait dû dominer. Il a dominé sans être opportuniste et pas marquer assez de buts. Ma phrase faisait pas de sens, mais elle disait tout. il a dominé sans produire, tu veux dire. C'est ça, il a dominé sans marquer assez de buts. C'est pas mal ça. C'est en une phrase, là, c'est pas mal ça. Moi, je vais être un peu plus tranchant, puis tu sais, les auditeurs qui nous écoutent vont pouvoir en témoigner. Je pense que j'ai parlé en bien de Caulfield depuis le début de l'année, parce qu'on le regarde. Plus que moi. Oui, oui, effectivement. Mais tu sais, c'est un espoir que j'aime, mais que je trouve un peu overhype pour ce qu'il présente. Puis son développement se passe très bien. Cole Caulfield apprend à être un joueur multidimensionnel, travaille ses lacunes, puis en NCAA, il marque des buts quand même. Mais il marque des buts de façon différente, puis son temps de réaction est beaucoup amélioré. T'sais. Puis je m'en cache pas, là, j'en ai sorti beaucoup de positifs pour Cole Caulfield. Sauf que là, le problème, c'est que le championnat mondial junior est un tournoi de performance. Et puis tout ce que je vois depuis quelques jours pour excuser le fait que Cole Caulfield a 5 points en 7 matchs, puis 5 points en 7 matchs, souvent, c'est utilisé comme un argument positif. Pour ma part, ce n'est pas positif. Pour Cole Caulfield, 5 points en 7 matchs. 5 pour points le plus vieux joueur du tournoi. Tu m'as volé les mots de la bouche. J'allais rajouter 5 points en 7 matchs pour le plus vieux joueur du tournoi. Mais, tu sais, le championnat mondial junior, c'est un tournoi de performance. C'est pas un tournoi de développement. Et les analyses qui sortaient de Cole Caulfield, je trouvais qui était beaucoup axé sur son développement. Tu sais, c'était beaucoup... mais Cole Caulfield, tu sais, il a amélioré son temps de réaction. Il a créé des belles pièces de jeu. Il était plus impliqué. C'est toutes des analyses qui sont bonnes. C'est pas des analyses mauvaises, mais c'est des analyses qu'on fait depuis le début de l'année dans la NCAA. Et là, au championnat mondial junior, on voulait des résultats. Matthew Beniers, c'est un gars bon et Matthew Boldy est un gars qui est bon en avant du filet. C'était deux gars qui étaient supposés créer de l'espace pour un sniper comme Cole Caulfield. Caulfield a terminé dans les meilleurs, je crois, pour le nombre de lancers au filet et il n'a pas été opportuniste. C'est un constat, c'est un fait, puis il n'y a rien de mal à ça, là. Moi, je suis pas en train de dire que Caulfield fera pas la Ligue nationale parce qu'il y a eu un tournoi un peu en bas de mes attentes. Mais, tu sais, défendre Caulfield parce que, tu sais, il était bien positionné puis il a fait des belles pièces de jeu. Le tournoi du championnat mondial junior est un tournoi de performance. Cole Caulfield n'a pas performé à la hauteur de mes attentes et probablement de les vôtres. Puis c'est pas plus grave que ça. C'est vraiment pas plus grave que ça. Mais c'est un constat, puis quand on le dit, ben on se fait ramasser. Fait que, tu sais, ben on le dit encore. Puis moi, je tiens ma version, puis je suis donné à le dire. Finalement, on en a parlé, là, mais
tenais à le dire pareil. C'est bien correct, buddy. On peut passer à la Suède et la Finlande rapidement. Là. C'est deux formations qui ont retenu notre attention. Puis après ça, on peut passer au volet NHL si vous le voulez bien. À part si vous avez d'autres choses à rajouter sur le championnat mondial junior, évidemment. Mais la Suède et la Finlande, je peux me lancer immédiatement avec la Suède. Moi, pour vrai, Victor Söderström, c'est un défenseur qui m'a beaucoup impressionné dans le tournoi. Il a eu un excellent tournoi l'année passée. Il a continué de la même façon cette année. Ça a été le corps arrière de la Suède. Il y a plusieurs qui disent que c'était Broberg, mais Broberg, encore une fois, on a vu beaucoup de lacunes au niveau défensif. Moi, c'est... C'est ce que je l'ai. Ouais, je sais que c'est pas ton favori, Pascal. Puis pour vrai, je suis moins high, mettons, que certains sur Broberg. Mais Söderström, vraiment le corps arrière de la Suède. Pour la Finlande, je dirais que dans les matchs hors concours, Anton Lundell me décevait un petit peu parce que je trouvais que pour un des meilleurs joueurs de la Liga, je trouvais qu'il produisait pas. Mais quand le tournoi a commencé, Lundell s'est présenté, puis il a été très dominant. Mais mon joueur favori MVP pour la Finlande, c'est vraiment Brad Lambert. Brad Lambert, là, du moment qu'il touchait la rondelle était sur sa palette, il se passait de quoi. Puis il se passait de quoi de positif. Il se passait rarement de quoi de négatif. Il fait progresser le jeu tout le temps. Puis il a tellement une belle vision. Puis tu sais, il a été récompensé d'un but contre le Canada. Puis j'étais tellement content. Tu sais, j'étais un peu déçu parce que c'était contre le Canada. Mais en même temps, c'était 4-1. C'était pas grave. Là. Mais tu sais, marquer un gros but comme ça, alors que t'es un des plus jeunes du tournoi contre la plus grosse équipe du tournoi sur papier, pour moi, Brad Lambert part très très haut pour le repêchage 2022. Donc pour la Suède, Söderström, pour la Finlande, Brad Lambert. Puis pour Brad Lambert, il patine comme le vent, il patine en fou. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est que sa tête va aussi vite que ses patins. Sa tête et ses mains vont aussi vite que ses patins. Fait que c'est sûr qu'il va être bon. Il va tellement être bon, Brad Lambert. Je peux-tu continuer pour la Suède et mes MVP? Je te laisse aller. Je te laisse aller, mon cher. Écoute, ça me fait mal de dire ça. Ça me fait vraiment mal de dire que Gunnar est celui-là qui m'a le plus impressionné. Parce que je l'aime pas beaucoup. C'est vrai que je me rappelle, j'étais quand même high sur Gunnar, puis c'est toi qui, l'année passée, qui rabaissait Gunnar. C'était de l'intimidation. C'était... Écoutez, je l'aime pas, je te dis. Je vais quoter Pascal. J'ai regardé ce joueur et je n'avais plus envie de faire de profil de joueur. Ouais, c'est exactement ça que j'ai fait. C'est vrai? Ah ouais, j'avais dit ça. Pour le Canadien, j'avais fait des profils détaillés pour le Canadien. Tu sais, j'ai identifié une douzaine de choix de milieu de première ronde qui disaient OK, ça c'était pour informer les lecteurs dans le fond sur leur talent. Puis l'avant-dernier, c'était Gunnar. J'étais comme fuck it, sérieusement, je me tentais plus pas à tout de scouter des joueurs, de faire des vidéos ces joueurs. Non, Gunnar, c'est qu'il m'a complètement tué l'élan. Puis je n'ai juste fait un après lui, disant fuck le reste, là, sérieusement, ça me tentait plus pas à tout à cause de lui. Il était juste bon pour son tir dans SHL, mais il est tellement pas utilisé. Il était tellement pas utilisé. Puis quand il était dans le National, ou bien dans l'Advance-Can, je me rappelle plus, bref. Tu voyais que ça ne tentait pas d'être là, fait que c'était pas mieux. Puis là, j'ai aimé, enfin, il joue. Enfin, il jouait dans ce tournoi-là. Fait que j'étais content, puis il était clutch, le 4 buts en 5. Il était contraire de Caulfield, il était clutch, lui, ça a marché, même si son équipe a perdu. Donc, je suis content, puis je suis déçu de Holt, je suis déçu, pas de Broberg, parce que je l'aime pas, là. Mais Emil Hanneman aussi, qui est un joueur plus de profondeur, là, j'aurais aimé le voir un peu plus produire. Puis pour la Finlande, écoutez, j'ai aimé Heinola, ça c'est sûr et certain, et Topi Niemela. Niemela qui est un choix de Toronto. Les maudits sales qui l'ont repêché au dernier repêchage.
j'adore tellement ce joueur-là, puis il nous a prouvé à quel point il est talentueux, là. Je sais pas s'il va faire la nationale de hockey, mais selon moi, il est pas si loin du hockey nord-américain. Donc, très, très hâte de le voir venir. Puis j'ai aimé quelques flashs de Simon Tyvel aussi, Casper Simon Tyvel, qui a tout qu'un tir, puis qui a une bonne mobilité. Puis bon, on peut parler de Hirvonen aussi, là, mais je vais laisser la parole à monsieur Maxime. J'aurais aimé ça que tu me laisses la parole avant de parler de Simon Tyvel. J'étais tout content d'être le premier à en parler, puis toi, tu finis avec ça en faisant juste nommer son nom pour m'enlever, là. Mais c'est correct, Pascal. Écoute, je vais quand même dire que... ouais, c'est ça, Matt, tu couperas ça au montage. Non, mais pour vrai, c'est Lundell, le MVP. C'est ça. Il a été très bon, Lundell, là. J'ai pas été convaincu par son potentiel LNH au niveau avec ce tournoi-là, mais j'ai été convaincu qu'il dominait face aux jeunes, puis ça sert à ça, ce tournoi-là. Comme on l'a dit, c'est pas un tournoi de développement, c'est un tournoi de performance. Donc, pour ça, Lundell a répondu. Niemela, wow! Vraiment, là, je l'avais pris dans mon pool du World Junior, là, puis je m'en frotte les mains, comme on dit. Et puis c'est ça, pour aller un peu plus champ gauche, là, vraiment, Simon Tyvel, je trouve, tu sais, oui, il a son tir, mais je trouve que c'est vraiment souvent qu'il est bien placé. Tu sais, on dit souvent, place-toi bien dans les zones payantes, les bonnes choses vont arriver. Je trouve que Simon Tyvel, ça a été un exemple parfait de ça, de bien se placer dans les zones payantes avec ton bâton à terre. C'est la base, là. Bâton à terre, zone payante, attends, il passe. Ben, Simon Tyvel, il faisait ça, puis il bougeait ses pieds. Puis vraiment, Simon Tyvel, c'est un bon exemple pour les coachs là, de hockey mineur à montrer aux kids de si tu veux scorer, tu fais ça. Je trouve que vraiment, pour ça, puis je le connaissais pas vraiment, Simon Tyvel, donc pour ça, j'étais vraiment content de le découvrir puis de voir que un gars comme ça pouvait produire. Sinon, pour la Suède, c'est sûr que Söderström, on passe pas à côté, là. Tu sais, je pense que on a un petit peu le même profil d'amateur de prospect, donc souvent on s'enligne pas mal vers les mêmes places dans nos goûts. Je pense que ça fonctionne pour Söderström autant que ça fonctionne pas pour Broberg. Broberg, j'ai trouvé sa prise de décision à l'occasion très déficiente. Des fois c'était difficile, c'est pas nécessairement de prendre les mauvaises décisions, c'était de pas souvent prendre les meilleures. Puis quand tu es un haut choix au repêchage comme Philippe Broberg, ben tu devrais être un gars capable de prendre les meilleures décisions. Mais écoutez, le gars, c'est un athlète, c'est un cheval, puis pour ça, il va sûrement jouer des grosses minutes un jour dans LNH parce que c'est un athlète de très haut niveau. Mais Söderström, j'ai l'impression que lui, son potentiel est très, très, très élevé, beaucoup plus que ce que les gens pensent et que même moi, je le pense. Je pense qu'il va surpasser tout ce qu'on peut penser de lui. Vraiment, j'ai des très grosses attentes envers Söderström. Je pense vraiment qu'il peut aller prendre les rênes de la défensive là, du côté de l'Arizona prochainement quand même. Broberg, c'est le genre de défenseur qui se doit d'être appuyé par un bon défenseur avec. Comparativement à Söderström, que ça va être lui qui va... C'est le bon. C'est ça. C'est ça. Ça va être lui qui va appuyer un autre défenseur. Tu sais. Fait que, il va remplacer Ekman Larsson, probablement Söderström. Là. Ouais. Ah oui, Ekman Larsson qui surfe encore sur sa bonne saison il y a 15 ans. Exact. Exact. Mais tu sais, pour clore le sujet, Anton Lundell, tu sais, je disais qu'il m'a déçu un peu en début de tournoi. Mais ce que j'ai identifié comme problème, puis on l'a identifié depuis quelques temps, là, c'est vraiment son patin. Tu sais, quand tu voyais que la game était avec un haut rythme, quand c'était un rythme rapide, parfois il y avait une fraction de seconde de retard, mais pas dans ses décisions. Tu sais, c'était vraiment au niveau du patin. Mais Max, tu l'as souvent mentionné. Puis Martin Pouliot, le recruteur qui est venu sur le podcast, le dit aussi. Le patin, c'est quelque chose qui s'améliore beaucoup. Donc, tu sais, Anton Lundell va jouer dans la Ligue nationale et risque d'être bon. Mais il faut qu'il améliore un peu sa capacité de s'adapter dans un match qui est à high pace un peu plus. Ce que j'ai trouvé. Pour clore le sujet, dernière petite question rapide sur le championnat mondial junior. J'aimerais ça qu'on parle de notre découverte personnelle.
un joueur qu'on connaissait plus ou moins avant le tournoi, mais qu'au tournoi, on a fait « ce joueur-là vaut la peine de s'y attarder ». Puis ça peut être un joueur qui est repêché, ça peut être un joueur qui va être repêché cette année ou l'année prochaine, mais j'aimerais ça vous entendre sur votre découverte du tournoi. Max, pars-nous le bal. Quelle est ta découverte du championnat mondial junior? C'est tellement la découverte la plus décevante de l'histoire. Le gars a 1 point en 4 matchs. Il y a un différentiel de -3. C'est la découverte la plus random, mais je sais pas pourquoi j'ai accroché sur ce gars-là, Marco Casper. Ouais. C'est un gars de 16 ans. Il m'a juste, première game que je l'ai vu, j'ai juste accroché. Ça a été un peu un coup de foudre, là. C'est un Autrichien. Puis, je sais pas, des fois t'accroches et j'aimais son coup de patin, de la façon qu'il patinait, de la façon qu'il, c'est lui qui a manqué le fameux open net, là. Ouais. Les gens vont s'en rappeler pour ça, mais je m'en fous de son open net manqué, là. J'adore le gars. Puis je sais même pas si c'est censé être un bon espoir pour c'est le draft de 2022, là, mais c'est dur à dire pour le moment parce que, tu sais, là, il a joué 6 games cette année en moins de 20 ans national. Il a 2 buts en 6 games. En U18, il a 8 points en 7 games. Donc, tu sais, c'est pas un mauvais joueur. Et l'année passée, ça n'a pas d'allure qu'il dominait au U18 de son pays, là, 63 points en 22 games. Fait que, tu sais, c'est dur à évaluer un peu des gars comme ça qui ont jamais eu l'air d'avoir vraiment eu beaucoup de compétition. Mais vraiment, j'ai vu en ce gars-là un pas pire potentiel. Puis j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec lui dans la prochaine année. Puis de le revoir l'année prochaine. Moi, écoute, Pascal va nous en nommer 8, là. non. Je vais t'en nommer juste un parce que c'est ça la question. OK. Mais d'habitude, même si c'est ça la question, t'en nommes 7, 8. Je vais en nommer 2. Non, dans le fond, Florian Elias, de l'Allemagne. Sérieusement, il m'a impressionné, là, parce que c'était un bon espoir l'année passée. J'avais vu son nom passer, là. C'est pas un gars que je connaissais pas en tout. Je l'avais pas vu jouer, rien. Puis il m'a impressionné. T'sais, il a répondu. Il était capable de jouer avec Stützle. Il était capable de jouer avec Stützle puis Peterka, puis de suivre leur allure, puis même d'apporter beaucoup à l'équipe puis à ses coéquipiers. Puis ça, j'ai vraiment aimé ça de son jeu. Et le goaler de la Slovaquie, là, Latkoski. Ouais, Latkoski. Bref. Dès le premier match, là, qui a fait ses 2 saves incroyables, là, de la mitaine, puis après ça, un gros, j'ai aimé ses déplacements. Je sais pas s'il il va être repêché cette année, peu importe, mais je suis pas un expert des gardiens de but, puis j'ai adoré son jeu, là. J'ai vraiment aimé ça. Ça fait que c'est les 2. C'est pas mes 8, là, c'est mes 2. Je pourrais t'en nommer 8? Oui, ça, c'est sûr. Mais moi, d'abord, je vais en nommer un autre, là. Attends, là, j'ai la liste devant les yeux, puisque là, si t'en nommes 2, à un moment donné, il faut bien que ça soit équitable, tout ça, là. C'est quoi son nom? C'est un défenseur, Noah Meyer, c'est ça? Non, c'est ça, hein? J'ai bien aimé Noah Meyer. Tu m'as volé mon deuxième. C'est vrai? Bon ben, je te laisse aller, puis tu vois comme moi, t'iras dans la liste, t'en pognes un sur le fly. Non, je vais rester honnête à ce que je voulais exposer. Noah Meyer qui m'a tombé dans l'œil un peu pour son aspect offensif avec la Suisse. Tu sais, c'est pas un défenseur que tu voyais beaucoup à 5 contre 5, mais c'était un bon petit quart arrière là, pour la Suisse en power play. Puis, il m'a tombé dans l'œil parce que physiquement, il ressemblait à Erik Karlsson. Puis je voyais que c'était un gars qui était éligible au repêchage cette année, donc je l'ai plus observé, mais c'est pour ça que je le plaçais deuxième. Mais moi, ma découverte dans ce tournoi-là, je vais sortir Elite Prospect parce que son nom est pas évident à dire. C'est En attendant, non, j'allais en nommer un autre. Non, vas-y. Je m'étais préparé pendant que vous parliez. Il s'agit de Juraj Slafkovský, un attaquant de 6 pieds 4, 218 livres, âgé de 16 ans,
qui évoluait pour la Slovaquie. C'était un joueur qui jouait avec Martin Chromiak. Chromiak qui était le meilleur joueur là, de la Slovaquie, sans aucun doute. Il était partout. Mais Slafkovský, pour vrai, il suivait très bien le jeu. C'est un gros bonhomme de 16 ans, tu sais, un bonhomme, tu sais, c'est un jeune, là, c'est quasiment un garçon là, à 16 ans, là, puis il a un physique assez impressionnant. Non, pour vrai, vous riez, là, mais 16 ans, c'est pas vieux, là. Puis, mais son gabarit, pour vrai, versus sa mobilité, c'est vraiment un joueur qui m'a surpris. C'est un gars qui est éligible au repêchage 2022. L'année prochaine, ça va être le fun de le suivre. Il évolue présentement dans le U20 en Finlande. Puis au sein de TPS U20, en 13 matchs, il y a 8 points. Puis tout son hockey junior, là, il a quand même assez dominé. Fait que tu sais, c'était un gars qu'on connaissait pas particulièrement. Puis tu sais, la Slovaquie, on n'est pas nécessairement porté à aller scouter des gars de 2022. Mais j'étais très content de le voir au tournoi. Puis pour vrai, il m'a beaucoup surpris là, dans tout son package de joueurs. Là. On se donne-tu le droit à un petit troisième joueur? Juste pour le fun. Oui, ok. Ouais. J'aimerais ça nominer Simon Gnip, le défenseur allemand. Lui, je l'avais pris dans mon pool parce que j'avais un bon feeling. Des fois, ça tient pas à grand-chose, mais j'avais un bon feeling puis tout le monde comprenait pas. Mais c'est parce que j'étais allé remonter dans les défenseurs allemands il y a une couple d'années dans leur tournoi, voir quel défenseur s'était démarqué. Puis j'avais vu que Simon Gnip, il y a, je sais pas, ça fait combien de temps là, c'était en 2018-19, il y avait eu quand même des bonnes performances. C'était le capitaine des moins de 18 ans de l'équipe allemande. Fait que je me suis dit, bon, ben, moi, y aller avec Simon Knip dans mon pool. Fait que je le scrutais vraiment à la loupe, le pauvre Simon qui avait rien demandé. Et vraiment, j'ai pas été déçu. Le gars a fait 4 points en 5 matchs, dont un match de 3 points. C'était face à quelle équipe, ça? Regarde, on va passer. Je pense que ça change pas grand-chose. Mais j'ai aimé le tournoi de ce défenseur-là. Puis c'est un des défenseurs, je pense que ça a pas négligé, qui a joué au début. Tu sais, qui jouait lui, ben, c'était le défenseur le plus utilisé des pauvres quelques défenseurs qui étaient utilisés au début quand l'Allemagne jouait avec une poignée de joueurs, là. Donc, Simon Nip, il a été beaucoup utilisé. Il a quand même été en mesure de livrer la marchandise par la suite dans le reste du tournoi, tout en jouant encore des grosses minutes. Donc, pour ça, j'ai été vraiment j'ai été impressionné. C'est une belle découverte que j'avais jamais entendu son nom avant. Oui, je vais juste dire Stanislav Svozil. Ah oui, ben oui, on pourrait en parler longtemps. On pourrait en parler longtemps, mais on n'en parlera pas longtemps. On risque d'en parler dans les prochains épisodes qui vont porter sur le repêchage 2021, mais si je peux me permettre un troisième nom, ben j'avais Florian Elias dans ma liste là, de belles découvertes. C'était un gars qui était coté 5e ou 6e ronde par Double Prospect l'année passée, puis finalement, il n'a pas été repêché. Il est encore éligible cette année pour être repêché comme Overager. Là. Puis ça me surprendrait pas qu'il sorte cette année là, dans la 6e, 5e ronde comme Overager. Il a très bien joué. Mais une des belles découvertes, je vais finaliser avec ça. Simon Nemec, défenseur encore une fois de la Slovaquie, qui est éligible au repêchage 2022. À surveiller, messieurs, mesdames qui écoutent, Max, Pascal, pour l'année prochaine au repêchage. Pour vrai, je pense que chez les défenseurs, ça risque d'être pas mal d'un top. Écoute, j'ai pas commencé mes travaux, là. On est déjà assez occupé à regarder les défenseurs puis les attaquants de 2021. Et le football. Pour vrai, l'année prochaine, là, Simon Nemec va être à surveiller. C'est un excellent défenseur, hyper patient avec la rondelle. Jamais il va se compromettre. Il va laisser l'adversaire se compromettre, puis il va trouver le moyen de faire un bon jeu par la suite. Puis, tu sais, avec la Slovaquie, la formation était quand même jeune. Puis il s'est imposé comme joueur très, très, très mature dans l'alignement. Donc, c'est une belle découverte pour moi. On va finaliser, messieurs. On veut pas s'éterniser trop longtemps, mais vu qu'on a toujours des bonnes discussions entre nous, on risque de faire encore une couple de minutes, là, mais
On va basculer vers la NHL. Il y a un petit dossier, Max, que tu voulais nous parler au niveau d'Erik Brannstrom. J'aimerais ça que J'avais oublié. Ben, je te le rappelle, puis j'aimerais ça que tu ben, nous en parles un petit peu. Qu'est-ce qui se passe avec ton petit chouchou suédois au sein des Sénateurs d'Ottawa? Ben là, tout d'abord, ce qui se passe, il a été en contact avec un cas positif de COVID, donc il est à l'écart jusqu'à dimanche. Ça va être, je sais pas, le podcast va être publié quand, là, mais bref, jusqu'à dimanche le 10 janvier 2021, Brannstrom qui est à l'écart du camp. Donc, à son retour dimanche, ben là, on va voir ce qui va se passer avec, parce que là, il va être fort probablement jumelé à quelqu'un, et c'est là qu'on va avoir une idée de si ben il y a une shot sur l'alignement de départ. C'est là qu'on va avoir une idée de sûr il joue-tu à gauche ou il joue-tu à droite à Eric. Parce que là, Eric veut jouer à droite, mais les Sénateurs veulent absolument qu'Eric joue à gauche. Donc là, c'est un sujet de discorde entre les deux parties. Et ben là, le problème, c'est que il n'y a pas de la place nécessairement à gauche pour Eric, mais il n'y en a peut-être pas nécessairement à droite non plus. Quoique moi, quand je regarde l'alignement, je ne comprends pas comment tu ne peux pas donner à un espoir de cette augure-là une place sur ton top 4 ou au moins ton top 6 avec un peu de temps en powerplay. Je vois pas pourquoi les Sénateurs le feraient pas jouer les matchs cette saison régulièrement. Surtout avec les acquisitions de l'été qui sont des gros bonhommes défenseurs parfaits pour jouer avec Brannstrom. Et là, t'as comme pas l'excuse de dire ouais, mais c'est parce qu'il est droit, il est gaucher, il pourra pas jouer à. Ben non, lui, il veut jouer à droite, lui il est plus à l'aise à droite. Puis d'un autre côté, tu peux pas dire non plus, ouais, ben on peut pas, lui il est plus à l'aise à droite. Non, toi, tu veux le faire jouer à gauche. Fait que dans les deux cas, ben il y a quelqu'un qui va être content s'il joue, puis tout le monde va être content s'il joue aussi parce que c'est avantageux pour tout le monde. Parce que s'il joue pas, ben Brannstrom il est pas content, puis je vois pas comment les Sénateurs pourraient être contents de pas faire jouer un prospect de ce potentiel-là. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Erik Brannstrom? En gros, la réponse, Matt, on le sait pas, puis ça me fait chier. Ben, j'ai presque le goût de mélanger deux sujets qu'on voulait aborder en un. Qu'est-ce que tu dirais? Parce que là, on l'échange pour Pierre-Luc Dubois. Ouais, exactement. Non, mais pour vrai, on va spéculer pour spéculer. Là. Ben, le pire, c'est que possible. Ben, le pire, c'est que j'en ai parlé dans un groupe avec mes colocs hier, je pense, puis j'ai repensé aujourd'hui, puis ça fait un certain sens. Tu regardes l'organigramme des Sens à la défense, c'est très beau. Aux ailes, ça a bien du bon sens. Au centre, considérant que je vois Tim Stützle comme un allié, ben au centre, c'est assez décevant si on compare aux autres positions. Donc, de s'intéresser à Pierre-Luc Dubois, évidemment que ça fait beaucoup de sens pour les Sénateurs. Maintenant, est-ce que ça fait du sens pour les Jackets? Faisons un petit package, jouons au GM. Tu mets Brannstrom, ça fait un certain sens pour les Jackets dans le sens où c'est bien d'avoir un gars comme ça derrière Jones et Werenski, un gars qui peut runner ton pipi, un gars qui peut remplacer autant à droite ou à gauche sur ton premier duo. Bref, Brannstrom fait du sens. Ensuite, c'est sûr qu'il faudrait ajouter. Tu fais pas du bois contre Brannstrom one-on-one. Là. Puis, fait que là, qu'est-ce qu'on regarde? Il y a une couple de jeunes centres quand même là, du côté des Sénateurs que tu pourrais potentiellement inclure là-dedans. Un gars comme Logan Brown, peut-être, qui pourrait être dans la transaction. Un gars comme, c'est quoi son nom, Logan White? C'est ça son nom? Ça, Colin White. C'est son nom? Colin White. Ouais, Colin White, pardonnez-moi. Mais pour moi, une transaction qui ferait beaucoup de sens, c'est quelque chose qui inclut à la fois Logan Brown et Erik Brannstrom. Et à ça, est-ce qu'il faut ajouter? Je pense que oui. Tu ajoutes un petit choix de deuxième tour comme bonbon, là, ou un petit prospect, là, ou un Artem Anisimov. Ils vont te répondre Jake Sanderson. C'est pas mal ça qu'ils vont faire, d'après moi. Ouais, ben ça, c'est peut-être qu'ils visent Jake Sanderson aussi davantage. C'est sûr que Sanderson est plus intéressant que Brannstrom en ce moment pour une formation, puis autant j'adore Brannstrom, autant je prendrais Sanderson avant dans mon équipe, là. Ouais, j'y pense, puis laissez faire ce que je viens de dire, là. Sanderson, je sais que je pense que Sanderson va être meilleur,
mais je prendrais quand même Brannstrom dans mon équipe par amour, là. Mais si j'étais capable de penser avec ma tête et non mon cœur, je prendrais Sanderson avant Brannstrom dans mon équipe. Mais si on revient à la question de Matt, à la transaction, est-ce que, tu sais, là, on spécule, est-ce que c'est quelque chose qui fait un certain sens? Pourquoi pas? Mais quoi que pas Brannstrom, Dubois, je crois qu'il a dit qu'il voulait quitter Columbus pour jouer dans un marché de hockey, right? Ouais. Là, ça vient, ça vient peut-être de perdre un peu de sens. Moi, je viserais peut-être plus New York, là. Les Rangers qui, historiquement, ont besoin d'un centre, même si on se Zibanejad, là. D'après moi, ils aimeraient beaucoup ça avoir un gars comme Dubois. Est-ce que c'est faisable? Ils ont beaucoup de jeunes, ils ont beaucoup d'espoir, ils ont des bons choix. Fait que, tu sais, il y a sûrement moyen de moyenner, comme on dit. En plus, il n'y a pas de frontière à franchir pour la quarantaine et tout entre les deux équipes, là. Mais bref, ça va être très intéressant à regarder cette saison. Probablement que ça va être plus dans l'entre-saison que ça va arriver. Fait que j'ai hâte de voir. Hey, j'ai quand même une grosse nouvelle dont on pourrait parler à l'instant. Oui, vas-y. La WHL vient d'approuver un plan de 24 matchs en 2021. Bon, ben, y a-tu des séries là-dedans? Ben, je peux pas croire que non. Ouais, ok. 24 matchs. La date et le format reste à déterminer, mais au moins, on a quelque chose. On a quelque chose. On va du hockey dans la WHL. Bon, bonne nouvelle. Donc, on peut s'attendre à ce que Caden Goulet ne rejoigne pas le Rocket de Laval. Ben, en attendant que la saison, il va pouvoir s'entraîner avec le Rocket, parce que c'est sûr qu'il ne s'entraînera pas avec le Canadien à cause de la quarantaine pour le camp. Mais quand le Rocket va ouvrir son camp, il va probablement pouvoir s'entraîner avec Joël Bouchard, qui est une excellente nouvelle, selon moi. Oui, effectivement. Mais c'est une bonne nouvelle, la WHL. Puis, Max, j'aimerais ça que... on dévie un peu là, du sujet du bois, mais on va y revenir. Mais j'aimerais ça savoir, là, la Coupe Memorial cette année, est-ce que c'est dans les plans qu'il y en ait une ou on a totalement rayé l'opportunité ou l'hypothèse qu'il y en ait une cette année? Je pense que ça n'a pas été, en tout cas à ma connaissance, puis je surveille quand même ça pour des raisons évidentes. Je pense que si tu es un fan des Foreurs de Val-d'Or en ce moment, tu surveilles ça assez de près, la potentielle Coupe Memorial et tout ce qui entoure les séries des ligues. Mais tu sais, pour l'instant, OHL, il se passe rien. Puis jusqu'à il y a 15 minutes, WHL se passait rien non plus. Donc, tu sais, dans cette optique-là, comment voulais-tu regarder pour une Coupe Memorial? Regarde, le positif là-dedans, c'est que la grande majorité des équipes est au Canada. Là, je sais pas comment ça va se passer avec les équipes américaines. Ça, c'est une autre paire de manches en maudit, messieurs, là. En CHL, pour les équipes, pour les ligues qui ont des équipes aux États-Unis, là, ça va être une autre chose. Est-ce qu'on va déménager temporairement ces équipes-là au Canada? Je pense que c'est pas impossible du tout, là. Je veux dire, si la NHL a fait une division canadienne, ben, je pense que les équipes juniors des États-Unis pourront pas jouer au Canada, certains, là. Mais pour revenir vraiment à la question de la Coupe Memorial, je pense qu'on n'avait pas regardé ça encore, mais que ça n'a jamais été non plus écarté. Je pense que est-ce qu'il pourrait en avoir une avec deux équipes de la LHMQ et deux équipes de la WHL si la OHL se retire? Pourquoi pas? Rendu là, on va avoir du plaisir, messieurs. Effectivement. Mais ce serait très bon pour le recrutement parce que on voit quelques espoirs quitter le Canada pour aller se produire soit en Slovaquie ou en République tchèque parce que la WHL et la OHL n'ont pas lancé leurs activités. Donc, on espère très, très gros que ces deux ligues-là, au moins, fassent un calendrier cette année. Que ce soit 20 matchs ou c'est un échantillon de plus. On parle pour le repêchage 2021, évidemment, mais aussi pour la Coupe Memorial. Mais on souhaite bien gros que ces ligues-là lancent un calendrier cette année. Mais on va revenir à Pierre-Luc Dubois. Vous avez amené des très bons points, les gars. Je suis très d'accord avec vous. Mais moi, ce qui me tanne un peu dans ce dossier-là, c'est que je vois vraiment pas comment Columbus peut ne pas aller chercher un joueur de centre
dans cette transaction-là. Puis j'ai adoré, Max, que tu ajoutes Logan Brown dans l'équation. Parce que on regarde dans le pipeline, puis oui, on a Max Domi, mais qui est signé pour 2 ans. Puis sinon, t'as Liam Foudy, qui peut jouer au centre. Mais sinon, c'est... Emile Bemstrom. Ouais, mais tu sais, Bemstrom, c'est pas un centre d'avenir numéro 1. Tu sais, c'est ça qui me tanne un peu, moi, dans ces spéculations-là. C'est que oui, Dubois veut pas jouer à Columbus, il veut jouer dans un gros marché. Bon, là, tu veux l'accommoder, puis tu veux capitaliser sur sa valeur. Sauf qu'il faut que tu penses à ta formation aussi. Puis moi, je me mets dans les bobettes à Kekalainen présentement, puis je me dis, ça me prend un joueur de centre en retour, là. Tu sais, fait que je sais pas comment ce dossier-là va finir, là. Tu sais, je sais que j'en ai parlé un peu là, cette semaine dans des textes, là, mais tu sais, je vois beaucoup une transaction avec Patrick Laine se réaliser. Tu sais, c'est comme tu sais, c'est de la spéculation facile. C'est 2 cas trop logiques pour ne pas les associer. Là, tu sais. Patrick Laine qui veut plus jouer à Winnipeg par temps de jeu versus Dubois qui veut plus jouer parce qu'il veut jouer dans un gros marché. Mais là, Winnipeg, c'est pas tant un gros marché. Ouais, mais non, c'est ça. Fait que tu sais, c'est quand même 2 situations que les gars veulent plus jouer dans leur formation, mais qui ont quand même décidé de signer des contrats de transition pareils avec leur formation, malgré le fait qu'ils voulaient être échangés, tu sais. Fait, mais là, est-ce que tu veux aller chercher, mettons, un gars comme Jake Roslovic, si t'es, mettons, Jarmo Kekalainen, tu veux-tu aller te chercher Jake Roslovic pour compenser la perte de Dubois? Tu sais, moi, Roslovic, c'est pas un centre numéro 1 dans ma tête. Fait que, tu sais, c'est tellement flou, ce dossier-là, là. J'ai bien hâte de voir l'issue parce que moi, personnellement, je me rappelle pas. Un joueur qui a mentionné vouloir être échangé, je me rappelle pas que ça arrivait pas. Tu sais, je m'attends à ce que ça arrive. C'est sûr. Vous autres, mettons, là, on jase, là. Chicago, Boquist, Kubalik, Strome, dans ces environs-là, pensez-vous que ça pourrait se faire? Parce que Taze a parti bientôt, hein? Mais Taze, il jouera pas, en fait, là. Mais mettons, là, j'ai pas dit les 3 joueurs contre Dubois, là. Mettons, non, je sais, mais juste dans l'optique que Dak est à Chicago, que t'as aussi DeBrincat qui peut aussi être à l'aile, là, avec un petit gabarit. Moi, je suis un peu old school là-dessus. J'aime ça voir les petits gabarits à l'aile. Mais à la défense, tu regardes ça à Chicago, puis rien contre Nicolas Baudin, là. Mais je pense que Bourvist, moi, je le vois quand même gros. Ah, moi aussi, là. Je pense que les Hawks se tireraient un peu dans le pied à échanger Bourvist, qui est leur défenseur d'avenir, en plus d'un attaquant, parce que c'est la valeur de Dubois. Dubois, je reviens au groupe avec mes colocs, on parlait de ça aujourd'hui, puis je disais un peu ce que je verrais le Canadien devoir payer. Tu sais, là, je pense même pas qu'on a le goût d'embarquer là-dedans, là. Mais puis là, il était comme tant que ça, je suis comme un centre de 22 ans qui va probablement faire le point per game l'année prochaine ou dans 2 ans, qui est très bon défensivement, gros gabarit, ça se paie, là. Ah oui, ça se paye à maudit. Hein. Un centre de 22 ans de cette qualité-là, t'as pas ça contre un petit choix de première ronde puis un petit prospect, là, puis un centre de 3e trio. C'est pas comme ça que ça marche, là. Faut que tu le paies, là. Ça se paye avec un KK, ça se paye avec un Suzuki, ça se paye avec, en plus d'autres choses. Fait que, donc, ça se paye avec un Borgvist plus un Kubalik ou un whatever. Je pense pas que les Hawks pourraient sortir gagnants. En fait, ce qui arrive souvent, c'est que tu veux pas être pris à overpay pour un joueur comme ça, mais en bout de ligne, t'as un peu pas le choix parce que les Columbus, même s'il a demandé une transaction, là, ils savent très bien que Dubois, il va pas... tu sais, oui, peut-être, je sais pas si c'est quel genre de gars Dubois, si tu le gars à s'en foutre pendant les games parce qu'il a demandé une transaction, je ne pense pas. Tu sais, ils savent aussi que Dubois gagnerait pas grand-chose à faire ça. Je pense que justement, s'il fait ça, ça va leur tenter encore moins de se chicaner, de l'échanger. Je pense qu'il va rester à Columbus. Moi, c'est le feeling que j'ai, là. Même si c'est spécial comme situation, puis t'as raison, Matt, je pense que quand un gars mentionne publiquement quasiment qu'il a demandé à être échangé, puis c'est aussi clair, normalement, on s'attend vraiment à une transaction, mais on dirait que j'ai un feeling que ça arrivera pas dans les prochaines semaines.
Ah, peut-être, c'est un gros échange, ça serait peut-être plus cet été, là. Ouais, cet été ou l'année prochaine, parce qu'il a signé pour 2 ans. Puis, tu sais, Columbus veut pas aller au bout du terme. Tu veux pas avoir Pierre-Luc Dubois qui termine son contrat, joueur autonome avec compensation, et que ce gars-là décide, moi, je signe pas de contrat tant que vous m'échangez pas. Tu veux pas arriver à cette étape-là parce que la valeur de Dubois va prendre une solide drop, à mon avis. Puis, tu sais, on n'est pas dans les bureaux des DG, mais c'est un peu la perception que j'ai. C'est que, tu sais, t'as un joueur qui veut pas signer dans une formation, t'es un DG extérieur qui arrive pour négocier une transaction, tu sais que ce gars-là, il veut pas signer avec toi. Fait que c'est clair que tu iras pas offrir la lune pour ce joueur-là. Il veut pas signer avec Columbus, tu sais. Fait que je pense que Columbus veut pas se rendre au bout du terme. Ils vont vouloir l'échanger effectivement, probablement cet été. Ils vont peut-être profiter de la saison, justement, 2021, une saison raccourcie pour augmenter la valeur de Dubois. Mais j'ai vraiment de la misère, par contre. Tu sais, on parlait de Bogvis, puis on parlait de Brandstrom, à la limite Sanderson, mais je pense vraiment que le besoin pour Columbus, c'est en offensive. C'est pas en défensive. Fait que, tu sais, là, tu sais, tu veux remplacer ton centre numéro 1. Tu veux le remplacer par un joueur offensif. Tu peux pas le remplacer par un défenseur. Je sais pas, c'est une question de feeling, là, rendu là. Tu sais, c'est même pas une analyse poussée. C'est que moi, personnellement, si mon premier centre me dit je veux être échangé, c'est clair que je vais aller chercher un joueur offensif. Tu sais, ma pièce maîtresse de ma transaction ne sera assurément pas un défenseur. Une belle tête d'affiche pour Seattle, en tout cas. Ça arrivera pas. Ouais. Une astuce de belle... ou bien à Calgary, il y avait des rumeurs avec Johnny Gaudreau. Ben, tu dis que ça arrivera pas, mais si Seattle va se ramasser avec un très bon choix au prochain repêchage... Ben, toutes les options sont possibles, tant qu'à ça, là. Mais ça ferait une maudite belle tête d'affiche pour Seattle. Puis Calgary aussi, même s'ils n'ont pas vraiment besoin de centre, il y a Johnny Gaudreau qui avait ce même genre de rumeur-là aussi l'année passée, là. Donc, bref, c'est juste pour name dropper, là. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, rendu là, on spécule pour spéculer, mais je pense qu'on est tous d'avis pour dire que pour avoir Pierre-Luc Dubois, il va falloir déplier le chéquier. Il faudra pas... c'est pas un Drouin et un choix de 3e ronde qui va te procurer Pierre-Luc Dubois. Ça va prendre plus. Ça va prendre réellement plus. Puis tu sais, souvent dans les rumeurs, le Canadien est relié. Là, fait que tu sais, on va les relier, là, mais tu sais, Marc Bergevin trouvait que Patrick Laine coûtait trop cher. T'sais, il était conscient là, des rumeurs là, avec Patrick Laine à Montréal. Et Bergevin l'a clairement dit en entrevue. Patrick Laine, c'était trop cher. Il a dépensé Max Domi, puis ça y a donné Josh Anderson. Fait que ça te démontre un peu quel genre de prix vaut Patrick Laine. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui mettaient Domi et, mettons, un choix de 3 là, contre Laine. Ça n'a aucun sens. Mais ça démontre à quel point Dubois sera tellement pas accessible non plus pour le Canadien, à mon avis. Je sais que Bergevin va appeler. Tu sais, je me suis fait un peu rentrer dedans parce que je disais que c'était impossible que Montréal y acquiert Dubois. Tu sais, Dubois serait juste pas accessible, c'est tout. Mais faudrait donner un Jesperi Kotkaniemi, il faudrait donner un Nick Suzuki, il faudrait donner un Romanov, un Goulet. Et ça, c'est dans ce sens-là que c'est pas accessible parce qu'on sait très bien que Marc Bergevin va pas donner ça. Ah non, c'est ça. Tu sais, t'as 2 centres comme Suzuki puis Kotkaniemi que tu veux développer à même ton équipe. Puis tu sais là, que tu sais, ces gars-là, ils vont te donner probablement plusieurs bonnes années. Pourquoi tu irais chercher Dubois pour les remplacer? Tu sais? À mon sens, ça fait pas de sens. Fait que pour moi, Dubois à Montréal, c'est non. Tu sais, ça marchera juste pas. C'est ça. Sur ce, messieurs, on va closer notre épisode là-dessus. Des belles discussions, encore une fois. Puis, on va se donner rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode. On rappelle à ceux qui nous écoutent de vous abonner à nos différentes chaînes, que ce soit YouTube,
que ce soit Apple Podcasts, que ce soit Spotify, peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez le TSLH Podcast, abonnez-vous comme ça, dès qu'un épisode sort, vous êtes alerté qu'il y a un nouvel épisode. Également, je rappelle le petit projet qu'on a mis en branle, que Pascal a mis en branle. On va commencer nos profils d'espoir pour le repêchage 2021. Donc, vidéo d'analyse disponible sur notre chaîne YouTube, dans les textes également, sur le tout sur lehockey.com. Et dès qu'on va en avoir quelques-uns, on va vous mettre ça à l'audio sur les différentes plateformes.